Sunday Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui on est en période estivale, nous allons échanger, vous partager quelques astuces autour de comment s'entraîner pendant les vacances. Pour cela, je suis accompagné de notre coach favori, Loïc. Bonjour Loïc, bienvenue sur le podcast. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors en introduction, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, te poser la question comment s'entraîner pendant les vacances, qui est pour moi les vacances, à un moment donné où je me pose la question pourquoi est-ce que je m'entraînerais d'ailleurs ? Exactement. Donc ce qui est important, c'est la notion de régularité. Je l'ai dit plusieurs fois dans les différents podcasts, mais ce qui est important, c'est de toujours garder une régularité dans l'entraînement afin de progresser sur du long terme et pas du court terme. Après, je tiens à commencer par une étude, une cohorte sur plusieurs cyclistes de compétition qui montre que à partir du moment où tu commences la compétition, de façon générale, les performances augmentent très peu par rapport à l'hiver. Donc, autrement dit, c'est vraiment l'hiver que tu peux optimiser au maximum ton potentiel et après entretenir le reste de l'année pour repartir sur l'année après et repartir. Parce que pourquoi ? Souvent, quand tu es en compétition, que ce soit des cyclos ou des compétitions de vélo route classiques, tu enchaînes les compétitions, les cyclos, et donc forcément, tu as beaucoup de périodes de repos, des intensités qui sont non maîtrisées puisque tu es en compétition, et donc forcément, c'est moins optimisé. Et donc, logiquement, on se retrouve avec un niveau de performance qui augmente un peu moins, voire pas du tout au fil du temps. Donc ça, c'est une notion importante à prendre en compte. La régularité et le fait de ne pas forcément chercher à augmenter ses performances pendant ces périodes où tu es en compétition. Alors là, tu parles de personnes qui font de la compétition, mais pour les personnes qui sont dans des communautés, qui roulent néanmoins 3 à 4 fois par semaine, quel est l'intérêt de continuer pendant la période estivale de vacances ? Et encore, on parle de vacances. Pour certains, les vacances, ça va être 1 semaine. Pour d'autres, ça va être 3 semaines. Donc là, il y a aussi un enjeu sur ça. Mais si en quelques mots, si tu pouvais résumer l'intérêt premier de continuer à garder une activité. C'est quoi ? C'est pour l'intensité ? C'est musculaire ? C'est physiologique ? Toujours pareil, c'est de continuer à obliger ton organisme à s'adapter au stress que tu apportes. D'accord ? Donc si tu t'arrêtes de t'entraîner, tu apportes plus de stress, donc il n'y a plus d'adaptation. Ce qui peut être bien aussi dans certains cas. Ça peut aussi être dans une saison quelque chose qui se planifie pour justement être le moment de récupération. Exactement. En tout cas, le mieux, c'est toujours d'apporter ce stress pour toujours entraîner ces adaptations. De toute façon, aujourd'hui, toutes les études de santé montrent qu'une pratique régulière de l'activité physique améliore la santé. D'accord ? Donc, généralement, on commence à être optimal sur 5 à 6 heures par semaine. Oui. Enfin, on commence à avoir des vrais effets à 5 ou 6 heures et être optimal entre 8 et 12 heures, tu vois, par semaine. Après, il y a des moments où, à partir de 12 heures, où tu vas pouvoir avoir... Tu as certains effets sur la santé qui peuvent être moins bons que si tu étais dans la tranche avant, mais qui sera toujours tout meilleur que si tu étais sédentaire. Donc ça, c'est important. Et donc là, pour quelqu'un qui pratique une activité physique et qui va partir en vacances, de conserver cette activité physique sous la même forme ou une autre forme, va permettre, sur du long terme, de continuer à progresser. Et alors là, je pense, après justement les vacances, admettons quelqu'un qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine, donc sur un des tranches horaires dont tu parles, qui part en vacances 3 semaines ou 15 jours, et qui ne s'entraîne pas, qui fait une coupure. Combien de temps derrière il lui faut pour retrouver son niveau ? C'est une bonne question, ça. Alors, 3 semaines de coupure, ça commence à être long. De mémoire, moi j'ai souvenir m'a toujours semblé qu'on disait le double, c'est-à-dire que tu t'arrêtes 3 semaines, mais il va falloir 6 semaines pour revenir au niveau. Est-ce que c'est totalement galvaudé ? En fait, ça dépend de qu'est-ce que tu appelles le niveau. Tu vois. Le niveau que tu avais, est-ce que c'est le niveau d'endurance ? Est-ce que c'est le niveau de force ? Est-ce que c'est le niveau sur une intensité ? Tu vois, ça dépend. Donc ça dépend vraiment du contexte. En tout cas, au niveau de la force, tu vas perdre beaucoup de force. Et à partir de 3 semaines, tu vas perdre à peu près 10% de ta force musculaire. Donc déjà, ça veut dire qu'il va falloir un temps pour la retrouver. Mais ça veut dire que là, on est dans un cas où tu fais rien du tout. Oui. Mais attention, parce que je dis pas qu'il faut toujours
toujours faire. Il y a dans certains cas où le repos complet est nécessaire. Et ça, c'est hyper important, Arnaud, et aux auditeurs de bien comprendre ça. C'est-à-dire que là, on parle dans des cas où tu as une activité régulière, mais sans surcharge. D'accord ? Mais si tu as eu des périodes où en fait, tu as accumulé de la fatigue, la période estivale peut être aussi le meilleur moment pour se régénérer. Et dans ces cas-là, alors, ne rien faire, c'est jamais la meilleure solution. Aujourd'hui, toutes les études montrent que ne rien faire, c'est jamais la meilleure solution, sauf vraiment dans des cas de fatigue extrême. Par contre, tu peux faire une autre activité qui permettra de conserver ce stress qui va te permettre d'adapter. Et quand on est fatigué, de faire du très basse intensité, ça permet d'améliorer la récupération. Après, en même temps, quand tu pars en congé, comme ça, tu fais rarement rien. Quand je dis rien, c'est tu marches, tu peux faire du farniente, ok, mais tu vas généralement marcher un peu, faire d'autres sports en famille. C'est rare de ne rien faire du tout sur 3 semaines. Sur une semaine, c'est possible, mais sur 3 semaines, tu as forcément toujours une activité. Et là, je pense aux auditeurs qui aimeraient pouvoir avoir une activité cycliste comme ils l'ont habituellement avant les vacances, mais qui n'ont pas la possibilité d'emmener leur matériel. Donc ma question, c'est pour les personnes qui partent, comment est-ce que tu pratiques si jamais tu n'as pas la possibilité d'emmener ton matériel, ton vélo avec toi ? On avait d'ailleurs sorti avec JP Ferreira un épisode sur justement comment transporter son vélo, dans la capsule dans l'atelier. Je vous invite à aller l'écouter. Mais comment faire pour ces personnes qui ne peuvent pas emmener leur vélo ? Donc là, il existe plusieurs solutions. La première, c'est de transférer sur une autre activité. Là, je conseillerais peut-être qu'à ce moment-là de se lancer sur des exercices de musculation à poids du corps, qu'on appelle le cross-training, qui va être en finale peut-être le meilleur moment pour débuter ce genre d'activité, qui aura en plus, en plus de l'effet sur le moment, un effet à long terme hyper intéressant, notamment sur, au niveau de la sollicitation musculaire et donc de l'amélioration du rendement du geste du pédalage. Donc ça, c'est une première chose. Donc cross-training, ça veut dire travailler les squats, travailler les fentes, travailler même le haut du corps. Ça peut être la période où on peut en profiter pour travailler le haut du corps. Après, tu peux transférer sur des activités d'endurance. Donc, si tu es à la montagne, des randonnées, évidemment, si tu fais 4 heures de randonnée, c'est l'équivalent d'une sortie vélo. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça, c'est vraiment des choses simples. Quand tu es au bord de la mer, peut-être faire du surf. Tu vois, ça va amener aussi un côté proprioceptif à ce que tu fais. Donc, la proprioception, c'est la perception de ton corps dans l'espace qui peut être utile sur un vélo, notamment pour l'équilibre ou le fait de bouger dans un peloton. L'aspect proprioceptif, donc ça peut être un complémentaire à ce niveau-là, et en même temps travailler le haut du corps. Tu peux aussi transférer sur des sports peut-être collectifs, ça peut être sympa à ce moment-là, tout en faisant attention à ne pas se blesser, mais ça peut être hyper intéressant pour maintenir une activité physique ludique. Et après, la course à pied, voilà, que tu... j'y viens. Et après, le cycliste, tu sais, qui pédale toute l'année, il est en vacances, il se dit « j'ai pas trop de temps, je prends mes baskets, je peux pas emmener mon vélo ». Et je vais courir. Alors, c'est pour ça il part courir. C'est pour ça que j'en parle en dernier. Donc il faut savoir une chose. C'est que la pratique du vélo a un côté néfaste au niveau de la densité osseuse. C'est-à-dire que les cyclistes ont une densité osseuse moindre que la population normale. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un sport porté. D'accord ? Au contraire de la course à pied. Donc en fait, si tu te mets à faire de la course à pied alors que tu n'en fais jamais et que tu fais que du vélo tout le temps, et de façon équivalente au vélo, c'est-à-dire que tu te dis, c'est extrême, mais j'ai déjà vu ça, je vais faire 2 heures de course à pied parce que je fais 2 heures de vélo d'habitude. Ça remplace ma sortie de vélo. Voilà, ça remplace ma vélo. Déjà, tu ne pourras pas marcher 2 jours après, ni descendre les escaliers, ça c'est certain. Tu fais des DOMS, donc les DOMS, c'est pas des contractions, c'est une sorte de contracture que tu ressens du fait du travail excentrique lors de la course à pied. Mais en plus de ça, tu prends le risque de te blesser au niveau osseux puisque ta densité elle est moindre. Donc voilà. C'est un sport qui peut être très intéressant, mais il faut le faire de façon encadrée et intelligente. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de suivre le protocole de la clinique du coureur. Je ne sais pas si tu connais, la clinique du coureur, qui est une institution québécoise qui est très répandue, qui est bien présente implantée sur le territoire français, et qui propose des protocoles justement de reprise de course à pied quand on n'en fait jamais. Donc, c'est de l'alternance course-marche. Des fois, ça peut paraître un peu
bizarre, tu vois, quand je le fais faire aux gens, de se dire je vais courir 1 minute, je vais marcher 1 minute sur 30 minutes. Mais ça permet de ce qu'on appelle de quantifier le stress mécanique et d'éviter de se blesser ou d'avoir des courbatures monstrueuses qui t'empêcheront de toute façon sur tes vacances de recommencer l'expérience. Voilà. Donc y aller progressivement en alternant course-marche et sur des durées qui augmentent aussi progressivement au fil des séances, en écoutant ses sensations et ne pas hésiter à pas augmenter si on sent qu'on est à la limite. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir et qui, pendant ses vacances, parce qu'il n'a pas pu emmener son matériel, veut vraiment courir et remplacer ses sorties vélo d'1h30, 2 heures, voire plus, de ne pas le faire, de ne pas courir. De le faire, mais plus d'aller serrer l'esprit, à la limite, de faire une marche. Voilà, c'est ça. Trottiner, pourquoi pas. Après, s'il veut courir 20 minutes, ça aura moins d'incidence que s'il veut courir 1 minute. Mais forcément, ça n'aura pas non plus les mêmes conséquences sur son organisme. Vaut mieux qu'il marche 1 heure et qu'il court 20 minutes que d'aller courir 1 heure s'il ne court jamais. Et pendant les périodes estivales, c'est vrai qu'on pense vacances, on pense chaleur, pas forcément, ça peut aussi être à la montagne, mais est-ce que tu préconises des périodes d'entraînement dans la journée ? Est-ce que quand on est en vacances, il est plus efficace d'aller s'entraîner en matinée, d'aller s'entraîner en soirée, d'aller s'entraîner aux fortes chaleurs ? Qu'est-ce que tu préconises sur ça ? Alors, ça va être c'est un vaste débat, ça. Aujourd'hui, on est dans une société où on est toujours sur la précaution, on doit faire attention, mais d'un côté, c'est en s'exposant à des stress qu'on s'adapte. Et qu'on progresse aussi. Et qu'on progresse. Donc, c'est toujours un juste milieu. L'avantage de l'été, c'est qu'il fait chaud. D'accord ? Et donc, c'est-à-dire que c'est le meilleur moment pour s'exposer à la chaleur et donc de placer dans sa planification, de périodiser des moments où tu vas t'exposer à cette chaleur pour augmenter tes performances. Donc ça, c'est important. Simplement, il faut le faire de façon intelligente. C'est comme tout. C'est-à-dire que s'il fait 45 degrés, et malheureusement, c'est ce qui va arriver, enfin ce qui arrive déjà dans certaines régions et qui va se multiplier en termes de fréquence au fil des années, c'est peut-être plus dangereux que si tu y vas quand il fait 35. Donc en fait, c'est un compromis. Donc matin, midi ou soir, moi je vous le dis, voilà, si tu veux bénéficier de l'exposition à la chaleur, tu y vas au moment où il fait dans les 35 degrés, 36, 37, c'est le meilleur moment. Donc tu choisis le moment de la journée où tu peux faire ça. Et après, tu peux t'exposer par contre dans la journée sur une marche par exemple, en complément, pour t'exposer une deuxième fois à la chaleur dans la journée et à apporter des adaptations plus importantes. Mais là, l'été, c'est vraiment le moment propice à ça. Après, il y a des gens qui sont, comme toi Arnaud, très sensibles à la chaleur et qui peuvent avoir du mal à s'adapter, et notamment sur les fortes chaleurs. Donc là, je vais conseiller plutôt d'y aller le matin. Le plus gros avantage, c'est le bronzage. Généralement, quand il fait très chaud et que tu vas t'entraîner par des températures à plus de 35, le seul avantage, c'est de pouvoir justement peaufiner tes marques de coureurs cyclistes. Mais sinon, c'est vrai que la chaleur est pour moi très compliquée à gérer au niveau physiologique, au niveau du foie, au niveau de la gestion de l'effort, l'acceptation de l'intensité de l'effort. Moi, je vais te donner un conseil, c'est bien t'hydrater, apporter des glucides dans ton hydratation pour amener des mécanismes justement qui contrôlent le stress oxydatif, de bien quantifier ce que tu perds en eau par rapport à ce que tu apportes après la séance, ça c'est important, et surtout de le faire à basse intensité. C'est ça, parce qu'en fait... ça allait être une de mes questions, justement. Est-ce que du fait qu'on soit en période estivale, en vacances, donc on se dit qu'on veut passer un peu plus de temps en famille, est-ce que ces phases d'entraînement, si tu continues à t'entraîner pendant les vacances, est-ce que ça ne doit pas être plus court mais plus intense ? Ou est-ce qu'il faut, à la limite, peut-être mieux les espacer, mais garder cette basse intensité ? Alors ça dépend du contexte. Si tu es un compétiteur et que tu as fait une première phase de saison où tu as fait beaucoup de compétitions et accumuler la fatigue, cette période-là peut te servir d'une période où tu vas périodiser un bloc d'endurance. D'accord ? Donc ça peut être super intéressant. Donc dans ton cas, forcément, tu vas te dire oui, mais dit endurance, dit longue séance. Oui, exactement. Sauf que la zone 2, si tu la travailles par exemple 1h30, bien ciblée, ça sera aussi efficace que si tu faisais 3 heures de vélo et dont les 3 quarts à très 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 basse intensité, ce qu'on appelle la zone 1. Tu vois. Voilà, donc tu peux très bien travailler l'endurance aussi sur 1h30. Ça c'est le premier point, en ciblant bien ton intensité. Après, si tu te retrouves à un moment où en fait cette période-là, elle fait suite à un moment où tu as déjà récupéré et que tu es frais, là peut-être que c'est intéressant de placer des séances de haute intensité. Mais toujours en respectant la règle de 80% endurance,
d'accord, basse intensité, et 20% intensité plus élevée. Donc, dans un modèle qu'on dit polarisé, ça sera 15% de très haute intensité, donc ce qu'on appelle communément la PMA, tu vois, et 5% entre les deux seuils. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal dans le cas dont tu viens parler, parce que tu vas pouvoir entretenir ces filières, et notamment la valeur VO2 max, qui va être sollicitée, et donc quand tu vas ressortir des vacances, avoir un niveau de performance équivalent à avant. Et est-ce que tu peux profiter d'une période estivale pour t'améliorer sur un point précis ? La cadence de pédalage, le sprint, pourquoi pas, la force et la puissance, peut-être pas, mais est-ce que tu peux profiter et inclure, intégrer dans ce process, on le dit régulièrement, mais toujours encadré par un professionnel et un coach, travailler peut-être plus des spécificités comme le sprint, comme la cadence de pédalage ou le coup de pédale. On en parle beaucoup du coup de pédale, mais c'est une technique très importante. Alors oui, surtout dans un contexte qui est la montagne. Si vous partez en vacances en montagne, voilà, c'est jackpot, c'est super bien. Parce que du coup, vous allez déjà prendre du plaisir, parce que faire du vélo en montagne l'été, c'est fantastique. Vous allez faire des globules rouges. Voilà, vous allez faire des globules rouges. Et surtout, vous allez pouvoir améliorer techniquement votre coup de pédale en montée. Et ça fait vraiment la différence. On a fait un très bel article, un très bel épisode aussi, il y a quelques mois, sur les techniques des grimpeurs. C'est exactement. Et donc là, forcément, vous allez améliorer le rendement mécanique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer autant de puissance qu'avant, mais en utilisant moins d'énergie en montée. Et donc, dès que vous allez revenir dans un contexte plus familier, où vous avez juste des côtes, et bien vous allez vite voir que vous allez devenir plus fort en fait, dans les côtes, et ça c'est bien. Après, si vous êtes dans un endroit où c'est plus plat, vous allez pouvoir travailler aussi quelques spécificités, et notamment par exemple la force musculaire sur le plat. Tu vois. Donc ça peut être important. Donc des spécificités, tu vois, très simples, et souvent qu'on développe en zone 2, tu vois. Comme ça, c'est bien. Après, si tu veux vraiment développer des intensités cibles à ces périodes-là, ça dépend vraiment du contexte, quoi. Par exemple, si tu veux faire un cycle de développement de la valeur VO2 max, tu vas le faire parce que 3 à 6 semaines après, tu as un objectif précis, mais c'est pas parce que c'est pas le contexte vacances. Alors justement, toi, en tant que coach professionnel, tu as des sportifs qui te disent voilà, telle période à telle période, je suis en congé. Toi, en tant que coach, par expérience, qu'est-ce que tu leur planifies ou pas pendant leur phase de congé? Alors bien évidemment, j'imagine que tu valides avant avec le coaché s'il peut ou pas s'entraîner, la durée qu'il peut y consacrer, et après tu fais ton planning. Mais par expérience, est-ce que les personnes, quand elles sont en vacances, en période estivale, tes clients gardent une activité ou il y a une grosse réduction de cette activité? Alors souvent, moi, c'est une période de repos, parce que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la personne va me donner un calendrier de compétition, et la première chose que je demande quand il me donne ça, c'est le calendrier des vacances. Et du coup, ma planification, elle se fait avec les deux, en fait. Parce que moi, pour les vacances, je considère que c'est le moment où ils peuvent relâcher mentalement, la charge mentale, et dans ces périodes-là, ils vont se retrouver à récupérer. Donc souvent, ça va être un bloc d'endurance, tu vois, ou revenir sur des thématiques techniques à ce moment-là très précis, mais avec un volume moindre pour profiter et penser et faire des choses à côté. Et souvent, on peut justement planifier aussi des activités secondaires à ce moment-là. En tout cas, c'est vraiment dans ma construction, c'est ça, c'est compétition, période de repos, et donc les vacances sont incluses dans la période de repos. Ou alors, ça peut être des périodes de stage. Parce que ça, finalement, dans le mode moderne, les vacances, souvent, ils sont rares. Parce que je m'occupe beaucoup de chefs d'entreprise, et donc souvent, ils n'ont pas 6 semaines de vacances, tu vois, ils en ont moins. Et donc souvent, ils utilisent les vacances. Généralement, tu n'as que les vacances estivales, effectivement, d'été consacrées à la famille, et tu n'as pas vraiment de vacances. Les vacances de février, de Noël, tu les oublies, quoi. C'est ça. Et donc souvent, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils prévoient une compétition souvent dans l'été ou en fin d'été. Souvent, c'est comme ça. Un au début de l'année, et souvent en fin d'été, parce que c'est le moment où en fait ils peuvent prendre des vacances et mieux s'entraîner. Et donc là, c'est à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va être vraiment une période de stage, une période de surcharge, une période de stress, qu'on appelle un bloc choc, pour pouvoir amener des adaptations en vue de la compétition qui arrive quelques semaines après. Est-ce que tu avais un dernier message à faire passer autour justement de ce thème, comment s'entraîner en vacances, puisqu'on arrive sur la fin de l'épisode et tu nous as donné beaucoup de conseils à travers ça, mais s'il y avait encore un dernier message à faire passer, ça serait lequel ? Je vais d'abord me répéter, c'est de garder une régularité, donc toujours conserver une activité physique. Ça veut dire entraînez-vous.
faites une activité physique pendant les vacances. Voilà, régulière, ça c'est évident pour rien que pour vous tenir en bonne santé, sauf si vous êtes vraiment en niveau de burn-out physique et mental. Mais là, quand vous en arrivez là, de toute façon, si vous êtes tout seul dans la nature sans un professionnel à côté de vous, je vous conseille de au moins prendre des conseils d'une personne qualifiée pour vous réorganiser par rapport à ça. Autrement, c'est garder une activité et surtout, j'insiste, c'est toujours que cette période-là soit un moment de plaisir. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on fait du sport pour le plaisir, avant tout, et que quel que soit son objectif, s'il n'y a pas de plaisir, on ne pourra jamais le remplir. Bon, en tout cas, c'est vrai que l'essentiel est de trouver le bon équilibre entre, tu l'as dit, le plaisir, passer du temps libre avec sa famille, de toujours aussi conserver une activité physique. Et tout ça dépend bien également des objectifs de chacun, qu'il soit professionnel, personnel ou sportif. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez pu profiter de cet épisode alors qu'on est en période estivale. Un grand merci à toi Loïc et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.